Bonjour, je m'appelle Jaden Alexandre Gillet. Je vais à l'école internationale de Laval et pour mon projet personnel, je vais présenter une vidéo explicative de la période de la Renaissance. Cette vidéo va tout d'abord présenter certains éléments majeurs de la Renaissance. Ensuite, je parlerai des avancées dans les domaines des arts. Après cela, je parlerai des innovations dans divers domaines et je donnerai le point de vue de l'Église par rapport à ceci. Finalement, je parlerai brièvement des grandes explorations. Alors la Renaissance est un moment de l'histoire assez intéressant. On la qualifie de période, mais elle ne l'est pas réellement. En effet, elle débute dans les années 1400 et finit dans les années 1800, et donc elle se déroule durant le Moyen Âge, la fin du Moyen Âge et le début des temps modernes. C'est le moment de l'histoire où l'homme a changé son point de vue sur lui-même et a commencé à s'éloigner de Dieu. Elle est menée ainsi car il y a eu des renaissances dans les domaines artistiques et scientifiques. Pour vous situer dans le temps, je vais vous nommer quelques événements marquants de la Renaissance d'après Alloprof. Il y a d'abord eu l'invention de la presse à imprimer et des lettres utilisées dans celle-ci par Gutenberg en 1440, la découverte de l'Amérique par Christophe Colomb en 1492, la réalisation de la Joconde par Léonard de Vinci vers 1503, les 95 thèses de Martin Luther en 1517 et la proclamation de Henri VIII à la tête de l'Église d'Angleterre en 1534. Cependant, la Renaissance concerne principalement l'Europe, car ce mouvement a débuté en Italie et se répand ensuite dans le reste de l'Europe au fil des années. Pendant la Renaissance, les pays d'Europe cherchent sans relâche un moyen d'agrandir leur territoire. Cela fait que les frontières changent constamment et l'Europe est en guerre durant une grande partie du temps. Grâce à des moyens tels que les voyages intellectuels de l'époque et la naissance de l'imprimerie rendant le partage d'informations écrites beaucoup plus facile. Cela a eu pour conséquence de diffuser les idées et les réflexions nées en Italie partout dans l'Europe. L'éducation change également car au lieu de baser leur étude sur les textes religieux, ils éveillent la pensée critique des élèves en développant le courant de pensée humaniste. Maintenant, les arts. D'après la même source, la diffusion est causée par le fait que les artistes italiens travaillent partout en Europe et parce que beaucoup d'artistes de partout en Europe vont se faire former en Italie. Les mécènes, qui sont les personnes qui aident financièrement par goût des arts un artiste, un réalisateur, un savant, un organisateur, etc., aident grandement à la diffusion du courant de pensée italien. C'est dans ce moment que vient au monde l'humanisme, qui est la philosophie qui place l'homme et les valeurs humaines au-dessus de toutes les autres valeurs. Les œuvres artistiques de la Renaissance sont inspirées par celles de l'Antiquité. Les œuvres sont très détaillées et très réalistes, car les suites au mouvement humaniste, les hommes veulent avoir une représentation réaliste du corps humain. Il est très symétrique. Il y a de nouvelles techniques comme la perspective, qui est l'art technique de la représentation en deux dimensions sur une surface plane des objets en trois dimensions, tels qu'ils apparaissent via une certaine distance dans une position donnée, ou le sfumato, qui est une représentation d'apparence vaporeuse des personnages de la Renaissance. La Renaissance est un courant artistique né au XVe siècle. On la qualifie de Renaissance italienne car c'est là où elle est née. Tout commence dans la ville de Florence, en Italie. Elle est ensuite diffusée en France, aux Pays-Bas, puis en Allemagne. La diffusion est causée par le fait que les artistes italiens travaillent partout en Europe et parce que beaucoup d'artistes de partout en Europe vont se faire former en Italie. Je vais maintenant parler de trois artistes qui ont marqué la Renaissance. Il y a d'abord eu Léonard de Vinci qui est né en 1452 et qui est mort en 1519. Alors Léonard de Vinci est un personnage emblématique de la Renaissance. Il toucha non seulement à la peinture, mais aussi à la sculpture, la médecine, l'architecture, l'anatomie, l'ingénierie militaire et tant d'autres. On le qualifie d'autodidacte. On nomme les personnes qui sont instruites par eux-mêmes et qui n'ont pas eu besoin d'un professeur pour exercer les prophéties qu'ils exercent. Car, mis à part la peinture et la sculpture qui lui ont été apprises, il a appris les autres domaines par lui-même. La Joconde est une de ses œuvres les plus importantes, notamment grâce à son excellente utilisation du fumato que j'ai expliqué qu'est-ce que c'était précédemment. Il y a aussi la scène qui représentait le dernier repas de Jésus avec ses disciples, où il utilisa la perspective. Il y avait également un journal où Léonard de Vinci notait toutes ses idées. Il y avait notamment des croquis d'inventions qui étaient ou non réalisés ou testés dans le futur. Il imagina les premiers modèles de machines volantes et de parachutes et de tant d'autres. Il portait également un grand intérêt pour l'anatomie du corps humain et son fonctionnement. Il y a aussi Michel-Ange. Michel-Ange était un peintre, un sculpteur et un architecte
né en 1475 et mort en 1564. Il réalisa des sculptures connues comme celle de la Pietà et la statue de David. On voit dans ces deux sculptures que le souci du détail est présent sur le corps humain. Il a aussi réalisé le plafond de la chapelle Sixtine au Vatican. On y retrouve plusieurs récits représentant des moments de la Genèse, le récit de l'origine du monde selon la religion chrétienne. Finalement, Sandro Botticelli, qui est né en 1445 et est mort en 1510. Botticelli était un peintre, un dessinateur et un graveur. Être un graveur, c'est l'art graphique où l'artiste travaille non pas sur le support final, mais sur un matériau intermédiaire destiné à être ancré, puis imprimé sur une feuille de papier. Une de ses œuvres les plus connues est La naissance de Vénus, la déesse de l'amour et de la beauté de la mythologie romaine. La Renaissance italienne marqua également l'architecture, qui est elle aussi inspirée par l'Antiquité, notamment par des éléments comme les colonnes, qui sont des supports verticaux d'un édifice ordinairement cylindriques, les frontons, qui sont des ornements verticaux, le plus souvent triangulaires, au-dessus de l'entrée d'un édifice, et les dômes, qui sont les toits arrondis de certains grands édifices. D'après Futura Science, Alloprof et Encyclopédie Universaliste, l'Église est en désaccord avec le mouvement humaniste et les avancées scientifiques de la Renaissance, car leur valeur s'éloigne de celle de l'Église. En effet, une des découvertes la plus importante de la Renaissance est l'héliocentrisme, qui est le système astronomique d'après lequel on considère le Soleil comme le centre de l'univers ou comme l'astre autour duquel s'effectue la rotation des planètes. En effet, afin que sa découverte par Nicolas Copernic, né en 1473 et mort en 1543, la population croyait à la place au géocentrisme, qui est le système astronomique d'après lequel on considérait que la Terre était le centre de l'univers et que les astres tournaient autour d'elle. Évidemment, l'Église était contre l'héliocentrisme, car cette théorie rejette l'idée que la création de Dieu est au centre de tout. De nombreuses observations et expérimentations ont permis des avancées dans le domaine de la médecine. En effet, la dissection du corps humain leur a permis d'avoir une meilleure compréhension de celui-ci. Un des personnages emblématiques de cette avancée est André Vessal, un anatomiste et médecin qui a vécu de 1514 à 1564 et qui fit de nombreuses dissections, y compris en public. Évidemment, l'Église est en désaccord car elle dit que c'est un non-respect de la création de Dieu. La dissection est une pratique qui consiste à découper méthodiquement le cadavre d'un être vivant pour mieux étudier son anatomie et son fonctionnement. L'imprimerie, qui est l'ensemble de techniques qui permettent la production en grande quantité sur support matériel d'écrit et d'illustration afin d'en permettre une distribution de masse, fut révolutionnée par la presse à imprimer. Elle consiste à faire fondre des caractères métalliques, mobiles et réutilisables pour imprimer un texte à l'aide d'une presse. La presse fut perfectionnée par Gutenberg aux alentours de 1450 et donna naissance à la typographie, qui est le procédé de composition et d'impression sous forme en relief de caractères mobiles, de gravure et de clichés. Son innovation uniforme et rapide fait rapidement son apparition dans les grandes villes d'Europe et dans certaines villes plus petites. De plus, l'Église est en désaccord avec cette innovation. En effet, elle pouvait certes servir à propager le mouvement humaniste, mais elle pourrait aussi servir à propager les récits religieux. La Bible était d'ailleurs le premier livre imprimé par Gutenberg. Dans les 50 premières années suivant l'invention du presse à papier, les historiens estiment que 20 millions de livres ont été vendus en Europe. En parlant de celui-ci, dans l'histoire, la pertinence du livre a été rapidement prouvée car elle est utile dans de nombreux domaines. Que ce soit pour les textes religieux ou les carnets de bord des navigateurs, il était nécessaire. Cependant, le livre n'est pas aussi propre, pensé et facile à faire que maintenant. On le faisait avec ce qu'on trouvait, la pierre, le bois, la soie, des écailles, etc. Il devait également écrire avec des pinceaux de plumes d'oiseaux, des tiges de roseaux taillés en pointe, des stylets et tant d'autres. Le mouvement humanisme défie la religion chrétienne et les récits écrits par les livres de la Genèse. Ramon Lull fut le premier à mis l'idée de différents systèmes logiques
remplaçant les croyances religieuses qui limitaient à la liberté de penser. Cela amena deux nouvelles idées pour la fabrication d'encyclopédies. Puisque le monde a changé et que la population commence à remettre en question l'ordre religieux, on crée des cabinets de curiosité, qui sont des lieux accueillant une collection personnelle d'objets singuliers de diverses provenances relatifs au passé, à l'histoire naturelle, à la science ou à l'art. Cela a pour but de contrer le latin, qui a été utilisé plus souvent, notamment dans les textes religieux, aux langues modernes comme le français, l'anglais ou l'italien. Cependant, l'encyclopédie n'est pas vraiment organisée et l'information n'est pas vérifiée ou prouvée, était en trop basse quantité. En effet, voilà pourquoi François Rabelais l'a qualifié de puits ou d'abîme à d'informations. Pour combler le manque de connaissances, les penseurs ont commencé à réfléchir sur leur façon de récolter de l'information. À partir de ce moment, ils arrêtent de voir la connaissance comme un cercle qui englobe tout, mais la voient maintenant comme un arbre avec plusieurs branches distinctes. Les méthodes d'enseignement se sont aussi modernisées lorsqu'un penseur tchèque nommé Comenius commença à enseigner en utilisant des images. De nombreux dictionnaires commencent à être connus, comme celui de Moreri en 1674 et le dictionnaire de l'historien critique de Pierre Bayle qui amène une nouvelle manière d'analyser les textes. Finalement, les grandes découvertes. D'après Futura Science, les grandes découvertes désignent un vaste mouvement de reconnaissance entrepris par les Européens au XVe et XVIe siècle. Cependant, les hommes n'ont pas commencé à découvrir le monde depuis cette époque. Dès la préhistoire, ils ont exploré et peuplé tous les continents et se sont séparés pour se découvrir à nouveau. En effet, c'est le moment où les explorateurs européens ouvrent de nouvelles routes commerciales et partent explorer des parties du monde jamais vues auparavant. Le chemin terrestre employé par Marco Polo au XIIIe siècle pour aller en Orient est devenu trop dangereux depuis la prise de Constantinople par les Turcs en 1453. Il pensait d'abord à contourner l'Afrique pour atteindre l'Inde et la Chine, mais Christophe Colomb eut l'idée de prendre la voie maritime vers l'ouest. Alors, dans les années 1420, le Portugal apporta une grande importance au développement du côté naval. En effet, ils construisent un nouveau bateau nommé la Caravelle et engagent des gens comme des géographes. Ils sont ensuite partis découvrir les Accords en 1427, le Cap-Vert et le fleuve Sénégal en 1444. Bartholomew Dias, un explorateur portugais, ouvre la route maritime de l'Inde en franchissant le cap de Bonne-Espérance. Cela a permis à Vasco de Gama, en 1498, d'atteindre l'Inde près de Calcutta et Goa sur la côte ouest. Les Portugais ont fait de nombreuses autres explorations pour faire un réseau de caps de Bonne-Espérance jusqu'aux écales de Zanzibar, Mozambique, Mogadiscio et jusqu'à la mer Rouge et le golfe du Persique. Un navigateur nommé Afonso de Albuquerque contrôla le passage entre la Malaisie et Sumatra en s'emparant en 1511 de Malacca. Le Portugal a un monopole commercial incontesté sur la voie maritime des îles aux épices. Cela durant jusqu'à l'arrivée des Hollandais au début du XVIIIe siècle. Ils ont fait à Macao, en Chine, le premier comptoir européen. Au même moment, la reine de Castille se fait convaincre par Christophe Colomb de payer pour son projet d'atteindre l'Inde. C'était en 1992 et il était persuadé que le chemin le plus rapide et efficace était de passer par l'Atlantique. Il part de Canaries avec 3 caravelles le 21 août 1492 et arrive aux Bahamas le 11 octobre. Ils trouvèrent Cuba les jours qui suivirent. Il fit 3 autres voyages pour cartographier les Antilles et mettre en place son plan de colonisation. Jusqu'à sa mort en 1506, Christophe continua à dire qu'il était arrivé en Asie. Le nom America apparaît par la suite en 1507. En conclusion, la Renaissance était extrêmement importante et bénéfique à la société d'aujourd'hui. Beaucoup d'innovations et de découvertes ont inspiré celles que nous avons aujourd'hui. Le travail acharné des personnes de l'époque faut que nous puissions profiter de diverses innovations de nos jours. J'espère que cette vidéo vous a permis d'en savoir plus sur la période de la Renaissance et sur son impact sur notre société.